le colloque est une opportunité pour que la chaire se mette en contact avec le milieu utilisateur, les acteurs que vous êtes tous. Et donc, c'est vraiment une occasion. On avait très hâte d'arriver à cet événement-là. Là. C'est une occasion de développement de connaissances mutuelles. Donc, moi, je suis très, très contente d'être ici aujourd'hui. Alors, je vais juste, j'ai quelques minutes, je vais vous faire un survol très, très bref de la chaire. En quelques mots, vous expliquer un petit peu pourquoi on est là, c'est quoi le contexte, et puis sur quoi on travaille, des objectifs. Puis plus tard, je vais vous revenir avec quelques exemples un peu plus concrets là, de nos travaux. Alors, pour mettre un petit peu de contexte, je pense que Joël l'a bien mis en place avec les résurgences et les habitats de salamandre à Coville, de manière peut-être un petit peu plus de base, là, disons, on pourrait se donner une définition des milieux naturels dépendants des eaux souterraines. Je pense que ça va nous aider aussi à avoir le langage commun aujourd'hui et demain. Donc, on s'entend pour dire que les milieux naturels dépendants des eaux souterraines, c'est des écosystèmes qui sont soutenus par un accès direct ou indirect un accès direct ou indirect à l'eau souterraine et qui dépendent de celle-ci pour une partie ou la totalité de leurs besoins en eau. Donc, on les appelle les milieux naturels dépendants des eaux souterraines. Ce n'est pas un concept qui est nouveau. En fait, ça fait des décennies qu'on sait que les milieux naturels sont alimentés par l'eau souterraine, mais dans les dernières 20 années, je dirais, il y a eu une résurgence de l'intérêt de ces milieux-là, peut-être parce qu'ils sont plus menacés aussi par le développement, les changements climatiques, etc., mais il y a un bassin de connaissances qui s'est développé là-dessus dans les dernières décennies. Et c'est un peu dans ce contexte-là que la chaire rentre avec le petit schéma que vous avez à droite ici qui montre un peu qu'est-ce qu'on étudie quand on étudie les milieux naturels dépendants des eaux souterraines. Ce n'est pas juste qu'est-ce qui émerge dans le milieu naturel, mais c'est l'ensemble de ce qui se passe au niveau des eaux souterraines à l'échelle d'un bassin versant. Parfois, c'est des échelles très locales aussi. Il y a beaucoup de milieux naturels qui sont dépendants des eaux souterraines. En fait, il y a une grande variété de ces milieux-là. Ce que j'ai voulu illustrer un petit peu ici, on peut parler de résurgence, donc ces habitats de salamandre en sont. Les tourbières, oui, les tourbières sont très souvent connectées aux eaux souterraines. Les marais, les marécages, les plaines inondables aussi, en bordure de cours d'eau, les milieux humides lacustres, n'en sont que quelques exemples, mais des exemples qu'on retrouve au Québec, notamment. Ces milieux-là sont influencés par la recharge, donc l'eau qui vient renouveler le réservoir souterrain, l'écoulement de l'eau souterraine et ensuite l'émergence de cette eau souterraine-là dans les milieux. Mais tout ça, c'est peu documenté. Les liens, on les connaît, mais pas encore très bien. Et souvent parce qu'on ne les connaît pas, en fait, on passe à côté d'une alimentation très importante pour ces milieux naturels. On sait aussi que ces milieux naturels dépendants des eaux souterraines sont affectés par les activités anthropiques et les changements climatiques, mais on connaît encore mal ces impacts. Alors, pourquoi ils sont affectés? Parce que, pas tous, mais certains de ces milieux-là sont des milieux de proche surface. Donc, ils sont vraiment peu profonds, dans les 2 mètres, 3 mètres de la surface, et ils sont donc affectés par tout ce qui va venir modifier les niveaux de nappe qui sont à proximité. Et ce qui est un peu pernicieux, c'est que les changements dans les niveaux de nappe d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, on ne les voit pas souvent à court terme. Ce n'est que s'ils sont répétés à très long terme au fil des années et s'ils s'amplifient, qu'on va les détecter parce qu'on a moins d'eau dans le puits, il faut baisser les pompes, par exemple. Mais en proche surface, quand on va détecter l'effet profond, en proche surface, les impacts vont souvent avoir été en place depuis plusieurs années avec des effets souvent irréversibles au niveau des milieux naturels. Alors, c'est ce qu'on veut illustrer par l'image qui est en haut ici. Puis les impacts, quels sont-ils? Si on parle d'impacts climatiques, on les comprend, c'est les changements de précipitation, de température, mais les impacts anthropiques, si on veut en illustrer quelques-uns, on peut parler par exemple de l'exploitation de la tourbe. Donc, on vient enlever le substrat lui-même. On peut parler d'urbanisation, d'imperméabilisation des surfaces. On peut parler de pompage aussi. Si on a une ville, on a besoin d'eau. Et on peut parler aussi du redressement des cours d'eau. Donc, en milieu agricole, par exemple, on redresse les cours d'eau et ça a un impact sur les milieux humides qui sont en bordure des cours d'eau et qui sont souvent aussi connectés à l'eau souterraine.
Donc, ce constat est un constat qui n'est pas réservé à mon équipe, évidemment. C'est un constat scientifique que la communauté fait à travers le monde. Avec la chaire, on a voulu s'attaquer à ces questions-là et on s'est donné comme mission de comprendre comment les milieux naturels terrestres sont connectés à l'eau souterraine dans le but de faciliter leur protection. Puis on pourrait ajouter ici dans un contexte d'utilisation du territoire. Évidemment, l'idée n'est pas de mettre tout le Québec sous cloche, mais c'est de comprendre les interactions pour pouvoir mieux protéger ce qui a besoin d'être protégé. Alors, on a 3 objectifs. Donc, on veut produire des nouvelles connaissances, définir sur les milieux naturels dépendants des eaux souterraines, définir les conditions actuelles et futures, puis accompagner les acteurs de conservation et de gestion. Il y a 2 partenaires à la chaire. Joël l'a mentionné tout à l'heure, Conservation de la Nature Canada, avec qui je collabore depuis plusieurs années, et le ROBVQ qui s'est joint à la chaire il y a 1 année et demie à peu près. Donc, 2 acteurs très, très importants au Québec pour quand on commence à parler d'eau et de milieux naturels. Donc, je suis très heureuse de pouvoir les compter dans l'équipe. Alors, on a une mission, des objectifs, mais on a aussi des principales questions de recherche. Puis ces questions-là sont celles qui guident les travaux de la chaire. Donc, est-ce qu'on doit travailler sur une question ou sur un autre projet? Alors, à chaque fois, la question se pose, est-ce que ça va nous permettre de trouver certaines réponses aux questions de base qu'on se pose? Donc, on se demande où sont les milieux naturels dépendants des eaux souterraines? Donc, on veut savoir où dans l'espace, dans quelles conditions ils se trouvent, comment ils sont connectés à l'eau. Donc, c'est quoi leurs besoins en eau? Quelle pression s'exerce sur eux dans le contexte passé, actuel, puis qu'est-ce qu'on peut prévoir pour le futur? Comment intégrer conservation et gestion des milieux naturels dépendants des eaux souterraines? Puis comment on peut faire un suivi à long terme de ces milieux-là pour assurer qu'on les comprend mieux et qu'on comprend leurs besoins? Donc, comment on peut faire un suivi pour ensuite être capable aussi de répondre un peu mieux aux questions précédentes? Donc, ça, c'est notre plan de match. La chaire est en place depuis maintenant 2 ans et demi, mais c'est vraiment le fruit de travaux, de recherche et d'une réflexion qui s'échelonne sur presque 2 décennies qui ont précédé le lancement de la chaire. La chaire ne se passe pas en vase clos, donc il y a plusieurs collaborateurs, des collaborateurs qui s'articulent autour de 3 pôles, la science, la recherche-action, la gestion. Au niveau de la science, j'ai des collaborations avec plusieurs universités, si ce n'est toutes les 2 universités du Québec. Je travaille aussi avec l'Université de Guelph. À l'UQAM, je suis impliquée de près à l'Institut des sciences de l'environnement, avec les centres de recherche Géotope et GRIL. Les collaborateurs de recherche-action, bien sûr, Conservation de la nature, le ROBVQ, mais aussi le RQES, avec qui j'ai interagi depuis très longtemps. Oranos, ici l'Institut Quenoc Nature, l'UPA aussi, avec qui on a un projet en ce moment en cours. Et les partenaires de gestion sont les ministères du Québec, MELCC, MFFP, MAPAC, Environnement et Changement climatique, OMAFRA et Agriculture en Ontario. Aussi, une équipe de recherche à l'interne, des agents de recherche très précieux qui sont avec moi depuis plusieurs années, Marjolaine et Sylvain, qui sont avec nous aujourd'hui en ligne. Des étudiants, doctorat ou postdoc, des étudiants de maîtrise aussi, puis un recrutement constant. Et en fait, c'est les étudiants, c'est l'équipe qui fait la recherche, qui a les mains dans les projets. Donc, ce sont des ressources indispensables pour la chaire. Et finalement, il y a un financement pour la chaire d'abord. Et ici, je souligne le don de Patrick Pichette et Tamar Pichette qui ont permis de lancer la chaire, d'initier la chaire avec l'aide de la Fondation de l'UQAM. Et ensuite, une panoplie d'organismes qui nous financent, les ministères, les centres de recherche, les MRC, certaines municipalités, le CRSMG, des consultants aussi en environnement et en conservation. Alors voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour tout de suite. Je vais revenir dans quelques minutes avec quelques exemples de projets.